bienvenue au Méliès de Montreuil. Très content de vous retrouver après une première semaine de l'année 2023 riche en rencontres. On repart sur de très bonnes bases puisque je profite de cette soirée pour vous annoncer quelques chiffres de l'année 2022. Le Méliès, grâce à vous, n'a perdu que 13% de sa fréquentation par rapport à 2019, ce qui est exceptionnel. Donc je vous remercie, on vous remercie. Je pense que notre directeur artistique Stéphane Guidé, ce genre de remerciement, il y est pour quelque chose, évidemment. Et il est aussi pour quelque chose dans la création de ces rendez-vous désormais réguliers, mensuels, que sont les cours au Méliès. On a attaqué en septembre la deuxième saison, après 9 mois autour des échelles de plan. Maintenant, on parle des mouvements de caméra. Donc, on a évoqué d'abord un non mouvement, qui est le plan fixe, puis peut-être le mouvement, qui était le travelling. Et là, on va s'attaquer à autre chose ce soir avec le panoramique. Je crois que Vincent a un très bel exemple. Et Lyon, si tu m'entends, on peut d'ores et déjà passer sur l'écran de l'ordinateur. Et j'en profite pour vous présenter notre intervenante ce soir, que je suis ravi d'accueillir, puisqu'on a travaillé ensemble dans un autre cinéma du 93 à Saint-Denis. Et Vincent est aujourd'hui critique de cinéma pour la revue Les Cahiers du cinéma. Il a été coordinateur de la programmation des journées cinématographiques dionysiennes, devenues journées cinématographiques. Le panoramique est arrivé. Et il est également aujourd'hui membre du comité de sélection du festival Entrevue à Belfort, qui est un festival de premier plan au niveau national. Voilà, donc bienvenue Vincent Pauly, merci d'être avec nous ce soir, et merci à vous d'être aussi nombreux. On a fait un petit peu de retard, mais Vincent, tu as quand même ton heure de cours avant Le crime de Monsieur Franche, de Jean Renoir. À toi la parole. Donc merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour ce cours sur le panoramique et pour le film de Renoir. C'était un peu pour la blague, il y a déjà un panoramique infini. J'en profite pour saluer le réalisateur qui est dans la salle, juste là, Quentin Papapietro. C'est un film sur le tennis, qui est un peu le sport panoramique, si je puis me permettre. Je vais commencer tout de suite par une définition très concrète du panoramique. Qu'est-ce que le panoramique? C'est pas évident, sachant que pour plein de gens c'est un concept un petit peu flou, et même en anglais il y a deux mots qui se mélangent avec le travelling. C'est un peu un mouvement, vous le verrez, un petit peu, si j'ose le dire, un mouvement un peu bâtard. Le mouvement panoramique donc consiste en une rotation de la caméra sur sa position. Le panoramique s'effectue généralement à l'aide d'un trépied, comme ici, un trépied sur lequel la caméra est fixée, même s'il est complètement possible de faire un panoramique avec une caméra portée, à l'épaule, peu importe comment. Le panoramique peut être horizontal, suivant un mouvement de droite à gauche et de gauche à droite, ou vertical, suivant un mouvement de haut en bas et inversement. Voilà, peut-être que je vous apprends rien. En gros, opérer un mouvement panoramique, ça consiste à changer progressivement l'angle de prise de vue sans que la caméra, elle, ne se déplace. C'est la règle d'or du panoramique. En tout cas, dans ma conception. Lorsque Stéphane et Victor du Méliès m'ont proposé de travailler sur le panoramique, j'ai accepté avec plaisir sans me rendre compte que je tombais dans un piège, en fait. Parce que moi, les panoramiques, en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça à la base. Ça me semble être un mouvement comme d'autres. Mais si là je vous demande quels sont vos panoramiques préférés, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses. Alors si je vous demande votre avis préféré, il y aura peut-être quelqu'un qui va me dire les sœurs jumelles dans Shining de Kubrick, voire même un zoom préféré, on peut en trouver chez Aung San Suu, mais des panoramiques, bon, moi ça me fait penser à Wes Anderson, sauf que j'aime pas Wes Anderson. Donc, premier problème. À mon avis, c'est notamment parce que le panoramique est intégré à de nombreux autres mouvements de cinéma, notamment des travelling. Si on prend un peu... Ah, j'ai une main qui se lève, c'est bon. Moi, c'est un panoramique sous le film, pas simplement expérimental de Michael Snow. Alors, en fait, c'est à la fin du cours que je vais parler de Michael Snow, donc il ne faut pas gâcher la surprise. Oui, Michael Snow, oui. Michael Snow qui est décédé il y a quelques jours, donc on va lui rendre hommage de façon un peu indirecte.
décédé il y a 3-4 jours. Est-ce que c'est possible d'arrêter? Peut-être. Là, on a le Tommy avec le panoramique. C'est vrai que je la vois pas, donc je vais laisser ça pour l'instant. Donc, si on prend un exemple un peu de grand plan du cinéma, que tout le monde a un peu vu, le plan séquence au début de La Soif du Mal d'Orson Welles, il y a des panoramiques, mais il y a aussi, en fait, c'est une sorte de grand travelling avec tout ce que vous voulez mélanger ensemble. C'est pas un panoramique pur et dur. Et moi, pour ce cours, j'ai voulu un peu jouer le jeu du panoramique pur et dur, même si on va quelquefois un peu fermer les yeux sur des petits ajustements faits par des travelling. Et ça concerne notamment le film de Jean Renoir. Vous verrez, c'est un panoramique très intéressant qui à la fin est un peu un travelling. On va faire semblant de ne pas le voir, d'accord? On va se concentrer sur les vrais panoramiques sans citer Wes Anderson. C'est le défi ce soir. Vous l'aurez compris, le but c'est pas de faire un top 10 des meilleurs panoramiques du cinéma, de l'histoire du cinéma. C'est plutôt d'enquêter un peu sur la fonction du panoramique, qu'est-ce qu'on peut dire avec un panoramique, et voilà, d'étaler un peu quelques intuitions. Alors quand j'ai accepté cette tâche, j'ai commencé à enquêter dans des films, notamment des films muets. Je me disais, mais bon, de quand datent les premiers panoramiques? Et si on remonte donc aux origines du cinéma, donc que ce soit cinéma primitif, comme on dit, cinéma de premier temps, puis cinéma muet des années 20, qui est déjà plus proche de nous, bah écoutez, j'ai pas trouvé la réponse. J'ai pas trouvé le premier panoramique. Il y a pourtant des travaux qui ont été faits sur les premiers développements d'un langage cinématographique moderne qu'on comprend intuitivement aujourd'hui, notamment les travaux de Noël Burch qui enquêtent sur des travelling, les champs contre champs. Sur les panoramiques, j'ai absolument rien trouvé. Au début, je me suis dit que c'était des problèmes, pas des questions techniques, mais par exemple un travelling, nous on imagine des rails, c'est compliqué, mais en fait il suffit de mettre une caméra sur une voiture ou un bateau. Donc finalement le travelling est peut-être plus simple que le panoramique. Je laisse la question ouverte. Et du coup, j'ai regardé des films et j'ai commencé par un film de Griffith, David W. Griffith, l'auteur d'Intolérance, Naissance d'une nation, qui a été vraiment quelqu'un de très précurseur dans le langage cinématographique. J'ai regardé Le Lys brisé, 1920, aucun panoramique. Voilà, on peut avancer. Non, je plaisante. C'est un film qui est très novateur, mais effectivement, il n'y a aucun panoramique. Ensuite, j'ai regardé Les Espions, 1928. On est quand même déjà de la fin du muet, quelque chose d'assez virtuose. Les Espions de Fritz Lang, aucun panoramique. Voilà. Il y en avait un, mais qui est à peine décelable. Et dans ces films, surtout dans le film de Griffith, donc la caméra est toujours fixe, l'angle est fixe et présente les espaces dans leur supposée entièreté. Par exemple, une boutique, le port, n'importe quel lieu, une cave. Hein, on voit ce lieu dans ce qui est censé être ce lieu un peu entier. Et donc mon intuition par rapport à ça, c'est que dans les premières années du cinéma, le panoramique contient en lui-même une sorte de danger. Parce que les films présentent une image assez plate, avec peu de profondeur. Les personnages sont tous souvent au même niveau. Je généralise un petit peu, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu des films en 2D, surtout sur le Griffith. Et du coup, c'est un type de mise en scène qui renvoie, en bien comme en mal, au théâtre, bien sûr, à la scène de théâtre. Et donc le problème, si vous filmez une scène de théâtre, si vous me filmez vous, ou si je vous filme vous, et que d'un coup je filme à gauche ou à droite, on voit les coulisses. Donc déjà, il y a une sorte de danger là-dedans. Le panoramique fait peur et les décors ne sont bien sûr pas adaptés, puisqu'on parle vraiment de décors de cinéma construits dans une grande majorité des films. Encore une fois, je généralise un petit peu. Les décors ne sont pas adaptés à un angle de prise de vue qui serait modifiable à loisir. Et du coup, j'ai parlé des coulisses, etc. Mais si on tourne à 90 degrés, et si on tourne à 180 degrés, si on se tourne comme ça, du coup, c'est de façon plus générale le quatrième mur, et là j'emploie ce terme dans son sens un peu esthétique, philosophique. Le quatrième mur, c'est en fait l'illusion du cinéma, l'illusion du théâtre avant, puis l'illusion du cinéma. Et c'est donc le réalisme du cinéma en général qui est peut-être menacé par le panoramique, puisqu'il ne faut montrer ni les cuisiniers ni la recette. Voilà, je me permets une analogie un peu nulle, mais vous aurez compris. Et pour finir mon enquête dans le cinéma muet, j'ai aussi revu M. le Maudit, qui est un film à moitié muet, à moitié parlant, 1931. Et là, il y avait des super panoramiques.
Donc je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui se joue à la toute fin des années 20, mais ça nécessiterait peut-être un autre cours au Méliès, n'hésitez pas à me rappeler. Mais voilà, une question peut-être un peu complexe. J'imagine que dès lors qu'on peut dissocier l'image du son, par exemple un personnage parle, devient hors champ, on l'entend quand même, ça permet des choses avec le panoramique, mais je ne vais pas me risquer ce soir à poser un point de vue définitif sur cette période du cinéma. Alors, j'enchaîne. Certains mouvements du cinéma, et vous savez si vous êtes déjà venu aux autres cours au Méliès, certains mouvements de caméra semblent avoir un sens premier. Le zoom précise souvent un détail, un regard, un objet, etc. Le dézoom nous fait comprendre que l'image était plus riche que ce qu'on pensait. Le travelling suit un mouvement, je repense encore à Shining, mais à quoi sert le panoramique? Le panoramique est le plus souvent encore une fois, ce qu'on pourrait appeler un mouvement d'accompagnement. Il est stimulé par une action au sein du cadre et il va le plus souvent accompagner un personnage qui se déplace. On a tous vu des séries type soap opéra à la télé à 20h15 chaque jour. Typiquement, on a le salon de la famille, on voit par la fenêtre que quelqu'un arrive, la caméra va faire un panoramique, par exemple vers la gauche, accueillir cette personne qui rentre dans la pièce, la suivre jusqu'au milieu de la pièce, il y a un dialogue, à la fin cette personne va dans le jardin, on la suit vers la droite, avec toute une série de légers panoramiques dont on ne se rend même pas compte, quoi. On peut aussi imaginer ces séries en plan fixe, cadre inamovible, ça ferait un peu Robert Bresson, ça serait un petit peu étrange. Donc voilà, le panoramique il a cette fonction discrète, mais qui est d'accompagner. Et en fait j'en profite pour vous dire un peu toutes mes intuitions par la suite, parce que comme ça vous avez un peu en tête. Le panoramique est donc idéal pour accompagner un mouvement, mais aussi pour découvrir un espace. C'est ce que je parlais, de panoramique d'accompagnement. Le panoramique, et ça on en parle juste après, renvoie souvent de façon très discrète à une certaine subjectivité. Il permet de rendre compte du regard d'un personnage. Et puis enfin, on a parlé de Michael Snow, le panoramique peut obtenir une fonction autonome, signer la présence du cinéaste derrière la caméra, et puis même devenir créateur d'abstraction, on en parle tout à l'heure. On va commencer par deux extraits que j'ai couplés, deux grands films classiques. Il s'agit de Profession reporter de Antonioni et Voyage en Italie de Rossellini. Vous allez voir que dans cette scène, les panoramiques servent à découvrir des espaces, les opposés. Dans le premier film, vous avez un espace très large, infini, et dans le deuxième film, vous avez une maison, donc quelque chose de plus resserré, plus exigu. Et je propose qu'on les regarde tout de suite. Alors juste précision, dans Profession reporter, Jack Nicholson, reporter, débarque dans un pays d'Afrique qui ne sera jamais précisé, pour d'une part enquêter sur un collègue, mais aussi pour faire un reportage sur un clan de bédouins rebelles. Et dans le film de Rossellini, c'est Ingrid Bergman et son compagnon qui viennent en Italie pour gérer la succession d'un oncle décédé, donc pour vendre une maison. Et dans la séquence que vous allez voir, des amis de l'oncle, des Italiens, leur font visiter cette maison. Donc on commence par Profession.
How long does it take to get to this place? Oh, 5 hours, more or less. What's there? Camp? Yes, a sort of military camp. And how many people? They will tell you when we get there. Do they have arms? They will tell you that too, when we get there. Everything. Resolve. Et on enchaîne tout de suite sur le voyage en Italie. Tutto motore! Signori, sono arrivati! Welcome. Buongiorno. This is Natalia, my wife. How do you do? Please go on in. I'll take care of the baggage. Please come in. This way, please. You see, this is one of the drawing rooms where your uncle dined when he had guests. And we used to set up a large table right here. I never knew my uncle had such good taste. Now this way, please. Oh, this is beautiful, isn't it? Huh? Oh, in there are the kitchen and the pantry. Please. Look at her, Tony. Doesn't she look like Lydia? Oh, no, I don't think so. The profile. But much better looking, of course. Aren't they lovely? Those are French porcelains. They are Vieux Paris. Come. I want you to see the terrace. There's the Vesuvius. Ever since the eruption of 1944, there's been a period of calm. But the temperature's beginning to rise a little, though. That point back there, behind the hill, that first hill, is Pompeii. There's Castellammare, Torre Annunziata, Resines over there, and Naples. There's Ischia, the Isle of Capri, and that large strip down there is the Sorrento Peninsula. Beautiful, isn't it? Oh, Yes, yes. quite. This way, please. A Neapolitan painter of the 19th century, Palizzi, quite famous. Here we have sunshine all day long. It was your Uncle Homer's favorite corner. Donc vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu des travelling dans Voyage en Italie. C'est dans ces moments-là qu'on va un peu fermer les yeux, qu'on va faire semblant de ne pas voir. Notamment au début, lorsque la caméra rentre dans la pièce puis ressort. Et même sur la terrasse, c'est discret, mais il y a une caméra qui se déplace. Mais, de toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans cet extrait. Vous avez donc vu toute une suite de panoramiques latéraux et verticaux. Et on voit comment le panoramique est quand même plutôt idéal pour découvrir un espace inconnu. Dans le film d'Antonioni, Jack Nicholson fait face à l'immensité du désert. On est obligé, voilà, de parcourir du regard cette immensité. La lenteur du panoramique met en valeur ce vide, entre guillemets, un vide magnifique. Et en même temps, il y a une sorte d'ironie. Qu'est-ce qu'il fait là? Et tout le film pose cette question un petit peu, mais qu'est-ce que Jack Nicholson fait là, comme ça, en panne? Sa voiture est en panne, on ne voit pas là, mais il est complètement perdu dans le désert. Et la caméra, dans cet extrait, elle ne peut que s'attacher aux rares choses en mouvement. Puisque rien ne bouge, il faut aller trouver ce qui bouge. Et vous avez d'abord un bédouin sur un dromadaire, ou un chameau, j'ai pas réussi à... J'ai bien regardé, mais j'ai pas eu la réponse. Et ensuite, à la fin, au milieu, vous avez les deux hommes qui gravissent une espèce
de dunes. Et puis à la fin, vous avez toute la colonie de bédouins avec des armes, c'est pour ça qu'ils se cachent. Au passage, Antonioni réactive complètement l'imagerie un peu du western américain, puisque la caméra balaye le désert de la même façon que le cow-boy scrute l'horizon à la recherche des Indiens. Dans Voyage en Italie, là, on est dans un endroit beaucoup plus exigu, pas vraiment clos parce qu'il y a la terrasse, etc., mais en tout cas vraiment plus renfermé. Et là, le mouvement de la caméra est motivé par les mouvements des personnages que l'on suit de pièce en pièce. Et c'est une visite qui a quelque chose d'un petit peu ridicule, encore une fois, un peu brusqué, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est quand même un film sur deux touristes. Hein. Si vous l'avez vu, le film est pas toujours aimable avec ses personnages principaux. Et comme le couple, on n'a pas vraiment le temps, on voit la maison, mais on n'a pas vraiment le temps de détailler ce qu'on voit. Ça va un peu trop vite. Et ce qui m'intéresse dans ces espaces, au-delà du fait que le panoramique permet de montrer un lieu, ce qui me semble le plus intéressant, c'est que le panoramique nous permet de découvrir l'espace exactement comme les personnages, eux, le découvrent. Et du coup, ma grande intuition, c'est que le panoramique, sans être un plan subjectif, sans vouloir retranscrire un point de vue subjectif, et bien, étrangement, le panoramique colle au point de vue des personnages, alors même que les personnages sont dans le cadre. C'est ça que je trouve assez fort. Et par exemple, lorsque Jack Nicholson voit le bédouin arriver sur un dromadaire, la caméra panote vers la droite, on ne voit plus Jack Nicholson, mais dans notre lecture du film, on est sûr à 200% que Jack Nicholson regarde le bédouin. On n'imagine pas Jack Nicholson faire autre chose dans ce hors-champ. Juste après, on voit un bédouin qui regarde Jack Nicholson. Pareil, la caméra panote vers la gauche, et on est sûr et certain que l'homme regarde Jack Nicholson. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Une sorte d'intuition. Et où est-ce que j'en suis? Et c'est un peu pareil lors de la visite. On voit les porcelaines de Paris, le tableau, et en fait on ne les voit pas. Comme Ingrid Bergman qui est un peu pressée, elle est collée au tableau, elle reste que 2 secondes, la porcelaine elle a le temps de rien voir. La scène sur la terrasse me frustre un petit peu parce que l'homme italien leur dit le nom de tous les volcans et on les voit mais pas en panoramique. That point back there, behind the hill, that first hill is Pompeii. There's Castellammare, Torre Annunziata, Resina is over there, and Naples. There's Ischia, the Isle of Capri, and that large strip down there is the Sorrento Peninsula. Là on a des coupes, et pareil on a des coupes qui vont très vite, on a un amoncellement de noms. Moi, au bout de 2 secondes, j'ai déjà oublié quels sont ces lieux, et je pense que Ingrid Bergman aussi, hein, elle est complètement perdue dans ce paysage. En tout cas, voilà. Pour moi, il y a cette intuition du panoramique comme, bizarrement, plan subjectif. Et par ailleurs, pour conclure sur Voyage en Italie, il s'avère que toute la suite du film va tourner autour de la question du regard. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on nous fait voir, qu'est-ce que je vois moi, puisque Ingrid Bergman va être amenée à se libérer d'un mari pas très sympathique, notamment par le regard. Et je pense qu'on aurait presque pu montrer ce film au lieu du Renoir, sauf que le film de Rossellini n'a pas un plan qui soit aussi évident que le Renoir, mais ça aurait été aussi un bon choix de sélection. On va avancer sur un autre film, on va un peu creuser cette question de la subjectivité et aussi la question de l'imprévu avec un extrait. Alors, j'ai mis que les initiales des films pour qu'il y ait un peu de suspense. Et j'ai pas du tout cherché à aller vers des films rares ou quoi. Donc on enchaîne sur Kill Bill de Tarantino. Et c'est une scène au début de Kill Bill, premier volet. Uma Thurman veut se venger de je ne sais plus combien de personnes qui l'ont fait souffrir, elle veut les tuer un par un. Et donc au début de Kill Bill 1, elle se rend jusqu'à la maison de Vernita, dans la typique banlieue, classe moyenne américaine. Et les 2 femmes se battent, mais le combat est interrompu parce que la petite fille de Vernita rentre à la maison, prend son goûter. Donc les 2 tueuses font une pause et elles font une trêve tout en préparant le goûter. Et donc c'est une scène de dialogue que vous allez voir, a priori banale, et en même temps pas du tout, puisqu'on sait très bien que les 2 femmes veulent s'entretuer, donc il y a une certaine tension. Et les panoramiques que vous allez voir sont discrets, plus discrets que ce qu'on vient de voir. Donc faites un petit peu attention à ça. Il y en a plusieurs, il y en a 4. Les 4 ne réagissent pas aux mêmes idées. Donc voilà.
scène un peu violente pour info, donc pas bien. It all depends. When do you want to die? Tomorrow? The day after tomorrow? How about tonight, bitch? Splendid. Where? There's a baseball diamond where I coach our little league about a mile from here. We meet there around 2:30 in the morning, dressed all in black. Your hair in a black stocking. And we have us a knife fight. We won't be bothered. Now, I have to fix Nikki's cereal. Bill always said you were one of the best ladies he ever saw with an edged weapon. Fuck you, bitch. I know he didn't qualify that shit. So you can just kiss my motherfucking ass, Black Mamba. Black Mamba. I should have been motherfucking Black Mamba. Weapon of choice? If you want to stick with your butcher knife, that's fine with me. Very funny, bitch. Very funny! Moi, j'avais un peu laissé tomber Tarantino, puis en regardant cette scène, je me suis dit qu'en fait c'était pas mal. C'est assez subtil, enfin c'est même très subtil, sans en faire des tonnes, parfois. C'est peut-être le dernier, non, je ne vais pas parler de Tarantino. Alors, on voit comme ici, je ne sais pas si vous avez compté les panoramiques ou quoi, si vous avez tous vu. Moi-même, il y en a un que j'avais complètement zappé parce qu'il est vraiment pas important. Mais en fait, il y en a 5. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure. On voit dans cette scène comme le panoramique, qui est pourtant très simple, et presque inaperçu, va donner une sorte de rythme interne à l'image, tout en nous renvoyant notre position de spectateur qui ne sait pas ce qu'il va se passer. Alors il y a d'abord 2 panoramiques. Vous avez Vernita qui est au niveau de la cuisine et qui va aller vers le frigo. Ça dure à peine 2 secondes. Et puis vous avez un autre plan où Vernita revient du frigo. Et donc cette fois, c'est un panoramique d'accompagnement. On accompagne le personnage d'un lieu à un autre, dans la même pièce, certes, mais quand même on l'accompagne. Et c'est un plan qui, enfin, les 2 plans sont pour moi en fait complètement assimilables au point de vue de Uma Thurman. Dans les extraits qu'on a vus précédemment, Jack Nicholson était dans le champ, donc il y avait une petite ambiguïté. Mais là, en fait, Uma Thurman, on ne la voit plus. La caméra est exactement là où Uma Thurman se tient. Donc en fait, on est dans une sorte d'objectivité, mais qui, encore une fois, n'est pas criée, quoi. C'est pas, attention, plan subjectif. On n'est pas dans un film d'horreur où on avancerait dans un couloir sombre avec des zombies au bout. On ne voit rien. On est plutôt dans une sorte de zone un peu indistincte du langage cinématographique, où on voit ce que voient les personnages sans qu'à un moment ce soit souligné. C'est quelque chose qu'on comprend intuitivement. C'est une sorte de zone, enfin de plan subjectif non avoué. Et le panoramique souligne à quel point Uma Thurman surveille sa proie, en fait. Hein. En fait, elle sait très bien que la violence va exploser de nouveau. Du coup, elle est sur ses gardes et elle la surveille et elle manifeste en même temps une capacité à réagir immédiatement si besoin. Ensuite, il y a un autre panoramique plus étonnant, c'est le couteau. Puisque Uma Thurman dégaine son couteau et va le planter dans Vernita, et elle le lance, et c'est le même plan, c'est un plan très rapide, donc c'est un plan qui se fait au prix d'un flou, on ne voit pas ce qui se passe en vérité, hein. On comprend, mais ça va beaucoup trop vite. Énormément de poids à ce mouvement, hein. On le ressent, c'est un film d'action donc c'est pas étonnant, mais on ressent vraiment la violence du mouvement. Et donc dans cette scène de Kill Bill, il y a plein de choses, parce qu'on a à la fois un panoramique qui capte des déplacements simples, qui en même temps les souligne parce que c'est un duel, qui en même temps arrive à capter une explosion de violence. Donc, le panoramique transmet cette idée de réagir à tout moment. Et puis il y a un autre panoramique dans cette séquence, c'est qu'à la fin, une fois que Vernita tombe par terre, on voit Uma Thurman qui s'approche. On la voit en contre-plongée s'approcher de sa victime. Et en fait, là, on a le point de vue de Vernita.
Et donc, dans cette séquence, il y a quelque chose, c'est là que j'aime bien Tarantino, c'est que finalement, il y a un peu un duel de regard. Au début, c'est Uma Thurman qui met toute son énergie à surveiller sa proie, elle est en danger, elle veut se battre, etc. À la fin, elle a gagné, donc en fait, elle peut se relâcher, et c'est la proie qui, au sol, ne peut que regarder le chasseur qui s'approche, et puis, en fait, essayer de réagir, mais c'est trop tard, hein, elle va mourir. Il y a une sorte de, un échange de regards qui signifie la victoire de Uma Thurman. Voilà, on était encore une fois dans cette idée de subjectivité, et maintenant on va partir vers quelque chose de très différent. On parlait de panoramique d'accompagnement, on va s'intéresser à la question d'un panoramique qui soit autonome, qui ne soit pas motivé par un déplacement, une voiture, un ballon de foot. On va partir d'un domaine super intéressant qui est justement beaucoup plus rare au cinéma. On va commencer avec un extrait de Marnie, de Alfred Hitchcock, Pas de printemps pour Marnie en français. Je suis obligé de raconter un petit peu l'histoire du film. Dans Pas de printemps pour Marnie, Marnie, interprétée par Tippi Hedren, est prise la main dans le sac par son chef, par son boss, qui s'appelle Mark, interprété par Sean Connery, en train de voler de l'argent. Mais on est chez Hitchcock, donc c'est très pervers. En fait, Sean Connery n'attendait que ça, qu'elle vole de l'argent, parce qu'il est attiré sexuellement par elle, et qu'il voulait vraiment lui mettre le grappin pour lui imposer ses conditions. Donc lorsqu'il surprend Marnie en train de voler, il lui dit, écoute, soit j'appelle la police, soit tu m'épouses. Hitchcock. Et donc Marnie, elle est obligée d'accepter pour se préserver, mais elle ne va pas pour autant consentir à un amour forcé. Et donc la scène que vous allez voir se passe sur un bateau. Les jeunes mariés sont malheureusement en voyage de noces, ça se passe très mal. Et vous allez voir c'est une scène de viol en fait, où Sean Connery, va arracher les habits de Marnie, donc il la violente, et après il va faire un truc, encore une fois, très Hitchcock, très pervers. Il va l'enlacer comme pour s'excuser, mais en même temps, en l'enlaçant, il va la faire prisonnière. Donc on va voir la scène, et on va voir juste après aussi, sans transition, un bonus qui répond un petit peu à la scène de Marnie. Vous verrez quelque chose de plus léger. If you don't mind, I'd like to go to bed. I've told you the light from the sitting room bothers me. Well, we certainly can't have anything bothering you, can we? If you don't want to go to bed, please get out. But I do want to go to bed, Marnie. I very much want to go to bed. No! I'm sorry, Marnie. Quelque chose de beaucoup plus léger, un peu moins bien aussi, sans vouloir critiquer. Petit chameau. Il faudrait vraiment arrêter avec les noms d'animaux. À force, c'est vexant. Hein.
Dans la scène de Marny, qui est vraiment impressionnante, Hitchcock, d'une certaine façon, on pourra en parler des heures, mais Hitchcock décentralise le regard avec beaucoup d'angles de prise de vue assez étonnants, et sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est un peu peut-être la marque de fabrique d'Hitchcock, c'est qu'on n'a pas une évidence tout de suite qui serait liée à pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et il va créer une ambiance qui est très froide, et puis, encore une fois, c'est quand même un film très pervers, une ambiance qui est à la fois sensuelle et à la fois complètement désexualisée. Hein. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Et le regard de Tippi Hedren fixe celui de Sean Connery, et en même temps semble prendre à partie la caméra en disant vous, spectateurs, vous êtes témoins de ce qui est en train de m'arriver, vous êtes témoins de ce qui va arriver. Et d'ailleurs, la caméra va imiter un temps le regard de Sean Connery, puisqu'elle vient un peu se plonger sur Tippi Hedren. Et au dernier moment, en fait au moment où devrait advenir le viol, la caméra panote vers la gauche jusqu'à un hublot. Très étrange. Et donc c'est un panoramique qui n'a pas pour ambition de retranscrire la subjectivité d'un personnage. On pourrait y croire pendant quelques secondes, on dit on est Marc, ce qui serait aussi très pervers, on est le violeur, etc. Mais ce n'est pas le cas. Pour moi, il s'agit plus de la volonté du réalisateur de ne pas voir, de ne pas montrer le viol. Dans un film romantique, ce serait un geste de pudeur, hein, il faut le faire. Et c'est ce qu'on voit dans la séquence de OSS 117. Mais ici, c'est pas de la pudeur, on est chez Hitchcock, c'est quelque chose de très violent. Déjà, la caméra va traverser l'espace de Tippi Hedren au hublot. C'est long en fait, il y a quand même 3-4 secondes où on voit un rideau gris, je sais pas, de la moquette, peut-être une table de chevet. En tout cas, quelque chose de très terne, quelque chose de clos et quelque chose qui ne propose aucun échappatoire. Et le pire étant bien sûr l'océan qui ne propose que la mer infinie et donc la mort, hein, si on saute du bateau. Et du coup, le fait de ne rien montrer ici va, selon moi, souligner d'autant plus le traumatisme à venir. Et je ne sais pas si vous avez vu Marny, mais je vous le rappelle, le film tourne autour des traumatismes de Marny qu'elle n'arrive pas du tout à identifier. Et Sean Connery va, entre guillemets, l'aider à comprendre pourquoi telle couleur ou tel son lui donne des crises. Et donc le traumatisme dans cette scène devient indéchiffrable, innommable et même immontrable. Et Tippi Hedren, par son regard au début de la scène, nous prenait à partie, un regard complètement mort, hein, et quand même, mais le spectateur ne peut pas l'aider puisqu'il ne peut pas témoigner en fait. Et si on veut pousser l'analogie psychanalytique un peu plus loin, on pourrait carrément parler de dissociation traumatique. Voilà, si c'est un concept qui vous parle, vous avez quelque chose de très grave, mais vous n'en gardez aucun souvenir, puisque vous êtes complètement dissocié de l'événement. Et donc je trouve que Hitchcock arrive à faire ça en 3 plans, à cette époque, avec beaucoup de brio. Et ce panoramique qui est complètement inattendu, et qui paraît inexplicable, d'ailleurs il n'y a pas de signification précise, hein, c'est mon intuition, mais c'est aussi plus riche que ça. Hein. C'est aussi la signature du réalisateur. Et s'il y a bien un cinéaste qui signait ses films, c'est Hitchcock, puisqu'il se mettait lui-même dans chacun de ses films. Et donc un réalisateur omnipotent, qui sait à la fois suivre son récit, tout en ménageant des écarts stylistiques, des pas de côté, et qui signe ainsi sa maîtrise formelle et narrative totale. Et concernant OSS 117, je trouvais l'extrait pas mal, parce que pour le coup on a aussi une parodie, mais beaucoup plus bon enfant, d'un film romantique, et la convention qui est de faire un panoramique au moment où le couple va faire l'amour, elle est moquée par ce reflet complètement burlesque dans le miroir, et en même temps l'hésitation dans la caméra, parce que vous avez vu la caméra hésite, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, signale encore une fois la présence du réalisateur, peut-être un mauvais Hitchcock. Je ne dis pas ça contre Hazanavicius. Hein, et à la fin, il finit sur un pot de fleurs, qui est une autre convention, et encore plus ringarde que le fait de filmer autre chose. Enfin, le pot de fleurs, c'était la pire fin de ce plan, quoi. Voilà. Donc on a parlé de panoramique autonome, et maintenant on va enchaîner sur un film de Martin Scorsese, hein, je vous l'ai dit, c'est pas des films inconnus, Casino. Et on va voir comment le panoramique aide à créer un espace, et un espace qui
ne correspond pas forcément à ce qu'on pourrait appeler la réalité. Alors au cinéma, c'est pas évident. En tout cas, un espace qui ne répond pas à toutes les exigences du spatio-temporel. Voilà. Bon, pas plus simple, mais vous allez voir. In Vegas, everybody's got to watch everybody else. Since the players are looking to beat the casino, the dealers are watching the players. The boxmen are watching the dealers. The floormen are watching the boxmen. The pit bosses are watching the floormen. The shift bosses are watching the pit bosses. The casino manager is watching the shift bosses. I'm watching the casino manager. And the eye in the sky is watching us all. Plus, we had a dozen guys up there, most of them ex-cheats, who knew every trick in the house. Alors, vous avez quasiment que des panoramiques dans cette scène. C'est une suite de plans qui présente le casino et surtout la hiérarchie du casino. Et alors effectivement, on peut dire que ces plans sont pour la plupart motivés par le regard d'un personnage. Donc on retombe un peu sur ce dont on parlait au début. Et moi, j'ai quand même l'impression que l'enchaînement est tellement rapide que je n'irai pas jusqu'à parler de plans subjectifs ou de panoramiques subjectifs. J'ai plutôt l'impression de voir une sorte de schéma, ou en tout cas un graphique, où il y aurait beaucoup d'informations complexes. Et bizarrement, je comprends tout. Très Scorsese. Je reçois vraiment ces infos et je comprends qui est le boss, qui regarde qui fait quoi. Je comprends tout ça de façon très évidente. Et Martin Scorsese utilise ici le panoramique comme vraiment une ponctuation d'un regard jusqu'à l'autre. Et donc au niveau formel, c'est quand même très virtuose. S'il y avait un cinéaste qui faisait un peu ça, mais avec un côté plus bande dessinée, ce serait Wes Anderson. Je préférais mettre Scorsese. Et puis au passage, on retrouve via cette vitesse l'idée d'immédiateté, d'imprévu, qu'on avait aussi peut-être un peu dans Kill Bill. Par contre, ce que vous avez comme panoramique, c'est un type très précis de panoramique. Il y en a qui sont rapides et il y en a qui sont très rapides au point que ça devient flou. On retombe aussi sur le couteau de Kill Bill. On appelle ça des panoramiques filées. En anglais, c'est whip pan. Whip, c'est le... Je ne vais pas faire le bruit, c'est le fouet. Vraiment cette idée de vitesse. Et il y a une définition précise du panoramique filé, je vous la lis. C'est prise de vue où l'axe optique de la caméra balaye l'espace trop vite pour que l'image puisse apparaître nette sur l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que, certes, il y a de la vitesse, c'est pop, c'est rock, etc. Mais avec ces panoramiques, Scorsese va créer un espace-temps qui est très particulier. Le whip pan, pardon, le panoramique filé, c'est un panoramique qui a pour caractéristique d'être souvent truqué. Vous avez Robert De Niro à gauche, puis à droite vous avez un autre type. En fait, souvent c'est deux plans qui sont mélangés. Là où ça devient très rapide, on va mélanger qu'un autre panoramique. Sinon, en vérité, le plan il est impossible à faire. Il faut refaire le point, etc. C'est très compliqué. Et là, dans cette scène, vous avez un mélange de vrais panoramiques qui sont rapides, mais on voit que quand même c'est pour de vrai. Et puis il y en a qui sont complètement truqués, quoi, qui sont deux plans en fait. Et ça permet à Scorsese ici, comme je le disais, d'inventer un lieu qui ne correspond pas vraiment aux repères spatio-temporels classiques. Typiquement, vous avez au début Robert De Niro qui est au rez-de-chaussée du casino avec ses hommes de main. Pas longtemps après, on voit Robert De Niro qui est a priori ailleurs, on ne sait pas trop, mais cette fois il est tout seul. Et juste après, on voit Robert De Niro qui est dans la salle de surveillance, alors même qu'on a l'impression d'avoir une temporalité classique, quoi, qu'on suit plein de points de vue dans un casino, mais pas qu'il y a plusieurs temporalités. Surtout parce qu'il y a De Niro qui parle, donc en fait c'est lui qui donne le rythme de la séquence. Et d'ailleurs, lorsqu'on le retrouve dans la salle de surveillance, il est aussi avec un type qui était juste avant en bas. Donc en fait, il n'y a rien qui fait sens en termes de temporalité. Et du coup, Scorsese va utiliser le panoramique pour nous présenter un lieu tout en brisant, malmenant une narration réaliste. Et il propose un cinéma, ça plein de gens l'ont dit avant moi,
Et il propose un cinéma qui, plutôt qu'opter pour la cohérence narrative totale, va essayer de suivre une sorte un flot de pensée ou quelque chose de très rock ou même très jazz. Et d'ailleurs, la scène est complètement calquée sur un morceau de musique. Le morceau se termine quand la scène... donc on était encore dans quelque chose de panoramique qui créait l'abstraction comme j'en parlais. Et on va enfin aborder Michael Snow. On parlait au tout début du danger du panoramique, le danger de filmer à côté, de montrer ce qu'il y a derrière. On peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on va trop à gauche. Si on va trop à gauche, on fait un tour complet en fait. Et qu'est-ce qui se passe si on va trop en haut? On finit la tête à l'envers, avec une image à l'envers. Et il y a un cinéaste qui a cherché à épuiser les possibilités des mouvements de caméra en général, et notamment, surtout du panoramique. C'est Michael Snow, donc, qui était un cinéaste canadien, donc, qui est décédé il y a quelques jours, et qui, en 1971, il a fait un film qui s'appelle La Région Centrale, et pour lequel il a fait construire par un ingénieur une caméra qui est en même temps une machine téléguidée. Voilà, vous voyez la caméra et Michael Snow. Et cette caméra était capable de bouger dans toutes les directions, ça c'est une évidence, mais aussi de tourner sur elle-même, de rouler, de tournoyer. Et la caméra donc, est téléguidée, comme j'ai dit, et elle a été posée en haut d'un terrain rocailleux au Québec, et donc manipulée à distance. Et j'ai deux petits extraits, je vais vous montrer tout de suite. Le film dure 3 heures. C'est un film. Ce qu'il y a plus tard dans le film. C'est que le son qu'on entend, moi j'ai longtemps cru que c'était la caméra, pas du tout, c'est une bande son composée par Michael Snow, avec l'idée peut-être un peu d'imiter cette caméra. Donc ça n'en a pas l'air, mais c'est un panoramique pur et dur, hein, la caméra ne se déplace pas, elle est juste, l'angle de prise de vue peut juste être tourné vers n'importe laquelle des directions. D'ailleurs le film commence en regardant le sol, très lentement, et en inspectant en fait vraiment les petits cailloux, quoi. Puis au bout de 30 minutes, ça monte un peu, etc. Et c'est un film qui apparaît complètement débarrassé de l'être humain, puisque la seule chose non naturelle que l'on voit dans ce film, c'est l'ombre de la caméra. Donc, l'ombre étant une chose naturelle, mais voilà, cette ombre est le seul rappel d'un monde extérieur. Et donc, dans ces 3 heures, à travers ces panoramiques, parce que c'est plusieurs panoramiques, c'est un film tourné en pellicule, il y a l'évidence d'un paysage explorable dans toutes les directions, et qui en même temps ne semble exister que pour lui-même, ce qui le rend encore plus beau en fait. Et surtout,
ces panoramiques posent la question des limites de l'image, puisque finalement la grande question de la région centrale, c'est à partir de quel moment l'image ne peut-elle plus transmettre l'idée de ce qu'elle représente. Alors pendant 1 heure ça va, et après ça devient comme ça. En fait on ne reconnaît plus la source. Si je vous avais rien dit, si j'avais juste montré ces extraits sans vous dire que c'était une caméra posée sur une montagne, bon, ça aurait été quand même assez flou, je pense, pour vous. Et donc, à partir de quel moment le paysage devient-il une peinture abstraite? Et à partir de quel moment est-ce que ce paysage gagne un nouveau sens à nos yeux? Et donc, ça renvoie un peu au panoramique filé de Scorsese et même au couteau de Kill Bill. Hein, on frôle l'abstraction avec le panoramique, ce qu'on n'a pas vraiment avec d'autres mouvements de caméra, je crois. Je dis ça, je dis rien. C'est juste la région centrale. Ouais. C'est le nom du film, du coup. Dans une salle de classe. Dans une salle de classe, effectivement, et je crois qu'on sort, on voit dehors et dedans, dehors, dedans. C'est 50 minutes de panoramique droite-gauche dans une salle de classe. Le film s'appelle Back and Forth, donc, arrière et avant. Il ne s'appelle même pas Back and Forth, le film, il s'appelle, si je me souviens bien, oui, ce sont 2 flèches. C'est une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre. Et là, en effet, le son, si je me souviens bien, le son, c'est le son, c'est simplement le son de la caméra. Là, oui, je crois. En fait, dans Back and Forth, il y a aussi des sauts temporels, parce que des fois, il y a des gens dans la classe, des fois, il n'y a personne. Mais c'est un film que aussi j'ai vu il y a longtemps et qui est quand même très, entre guillemets, aride. Alors que la région centrale, il y a quelque chose d'assez mystique à voir ces paysages explorés. Oui, j'aurais pu montrer Back and Forth. Et il a aussi fait un film qui est très drôle, où il fait des travelling, non des zooms, sauf que les zooms sont en fait des travelling où il casse le décor en avançant. Et donc il y a une scène de dialogue et on voit la table qui explose parce que la caméra est en train de défoncer la table. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'humour déjà, et qui a cherché à pousser jusqu'à leur limite les mouvements de caméra, le langage primaire du cinéma. Et il a aussi un film, que je m'arrête là-dessus, qui s'appelle Wavelength, qui consiste en un zoom de 40 minutes dans une pièce. Il se passe rien et en même temps c'est incroyable. J'aimerais bien revoir. Et voilà, les films de Michael Snow sont à voir en pellicule, du coup c'est assez rare. Mais on entend des voix, il y a des lumières qui changent, il y a peut-être un meurtre, mais on ne sait pas, vu qu'il n'y a personne à l'écran. Voilà. J'ai un peu fini sur tous les extraits que je vais vous montrer. Il nous reste... attendez, je vais dire 8 minutes pour parler du film de Renoir que vous allez voir. Alors malheureusement, je dois vous montrer l'extrait en question, c'est qui est la fin du film. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, sorry. Mais je vais même vous raconter l'histoire du film, parce que ça permet vraiment de remettre en contexte ce plan. Contrairement à tout ce que j'ai montré avant, vraiment le plan de Renoir, il y a Hitchcock quand même, mais c'est vraiment extrêmement riche. C'est un plan à voir à la lumière du film en entier, donc on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a des significations un peu infinies, et je vais essayer de ne pas tout vous dire maintenant, pour qu'on ait quand même des choses à se dire dans 1h30. Donc Le Crime de Monsieur Lange, c'est un film de 1936, début 1936. C'est l'histoire d'un journal qui s'appelle Jauvert. Le journal est dirigé par Batala, qui est une sorte de petit patron, escroc, pervers, tout ce que vous voulez, mais en même temps qui a beaucoup de charisme, que c'est une grande ambiguïté du film. Et le journal publie les histoires de Arizona Jim, des histoires un peu western, sans grand intérêt, a priori, écrites par Amédée Lange, le monsieur Lange en question. Le journal fait faillite, Batala s'enfuit en abandonnant ses employés. Dans sa fuite, il meurt dans un accident de train. Les employés, en fait, ils ont beaucoup d'ingéniosité, ils vont fonder une coopérative, ils vont relancer le journal. Là, les histoires d'Arizona Jim vont marcher, le journal va se vendre à fond. Et la fin du film, c'est les employés qui sont réunis, qui font une fête, en fait, parce qu'ils célèbrent le fait que le journal se vend, que Arizona Jim va être adapté au cinéma, etc. Et là, Batala réapparaît sous les traits d'un curé. En fait, il n'était pas mort, il a fait croire à sa mort.
et il revient pour récupérer le journal, maintenant que ça marche, son argent, et puis même les femmes qu'il a pu séduire auparavant. Et on va regarder l'extrait tout de suite. Je suis un sentimental. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Un pèlerinage. Qu'est-ce que tu as? T'as peur? Mais t'es nerveuse, mon petit Jouza. C'est l'amour. C'est le soleil du Mexique. Vous me faites marrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais t'es solide, toi, mon gars! Ce que retiennent les historiens, les critiques de cinéma, c'est donc toute cette scène qui est composée de deux plans, surtout. Le premier, vous l'avez vu, c'est un panoramique, mais travelling. Donc, encore une fois, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on aime la pureté ce soir. Mais en vérité, le deuxième, lorsque l'ange tire au pistolet, se finit aussi sur un travelling, et là, on va fermer les yeux. Hein. Ce qui est quand même très étonnant, vous l'aurez remarqué, c'est ce travelling à 360 degrés qui part vers la gauche. Au lieu de suivre, comme il aurait été un peu, entre guillemets, logique, au lieu de suivre l'ange vers Atala. Je ne vais vraiment pas trop en dire. Je peux donner des pistes de lecture, peut-être. Il y a déjà une tension qui est induite par ce panoramique, puisqu'on suit un personnage d'en haut, depuis le bureau, jusqu'en bas. Cette tension, c'est aussi un rapport au temps, hein, le temps qu'il faut pour descendre un étage, pour se décider à tuer quelqu'un. En même temps, on découvre un décor. Hein. Quand on le suit, on voit des fenêtres. Alors là, ça se passe le soir, les fenêtres sont surtout fermées, mais vous verrez que tout le film, en fait, tourne autour de cette cour d'immeuble, absolument tout le film. Je vous spoil un peu avec une petite photo sympa. Tout simplement un schéma de la cour d'immeuble, donc que je n'ai pas fait, qui a été fait par André Bazin. Donc on voit personne aux fenêtres, mais le hors-champ est quand même très stimulé par les bruits de fête qu'on entend. C'est tous les employés qui font la fête et qui ne savent pas, eux, que Batala est revenu pour en fait les spolier de tout ce qu'ils ont pu créer depuis sa disparition. Enfin, comme j'ai dit, la caméra fait l'inverse de ce qu'on attendrait d'un tel panoramique. Donc il y a Renoir qui va vraiment chercher à bousculer, étonner le spectateur. Et puis c'est plus globalement un mouvement de caméra qui transmet une sorte de vertige en nous montrant une sorte de vide soudain. Je crois même qu'on voit des poubelles. Enfin, tout d'un coup, il n'y a rien. Et puis on se retrouve à la fin pour le meurtre, quoi. Je pense que c'est mieux de s'arrêter là, si vous êtes d'accord. Et on voit le film et puis on discute à la fin. J'espère que vous aurez des remarques à faire. Moi, j'en ai s'il faut. Voilà, juste un conseil, c'est la cour que vous allez voir dans le film, dans le crime de Monsieur Lange, c'est une vraie cour. Sauf erreur, j'ai vu des sources discordantes, mais l'imprimerie qu'on voit est une vraie imprimerie, donc tout le décor serait vrai. On est en 36, on est, j'ai pas la date précise, mais on est 3 mois avant le Front Populaire. Voilà. Faites attention à la profondeur de champ. Beaucoup d'ouvertures dans ce film, beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent, d'affiches qu'on arrache parce qu'il y a quelque chose derrière. Beaucoup de lieux qui sont très délimités, le bureau du patron, l'imprimerie où sont les employés, la blanchisserie, la chambre, la cour. Vous voyez comme le film s'ouvre, je crois, sur un panoramique d'ailleurs qui présente la cour. Voilà, c'est extrêmement riche et je vous dis merci et à tout à l'heure. Alors je vous propose qu'on échange un peu sur le film. L'idée, ce soit peut-être moins moi cette fois qui parle. On s'était concentré sur le panoramique de la fin, mais il y en a plein dans le film. Hein, c'est au niveau stylistique assez virtuose. Puis c'est même c'est un peu un film qui est faussement mineur, qui joue un peu la petite histoire, un peu le petit crime, et en fait c'est très construit, c'est très logique, c'est très fort.
on est obligé de prendre le film un peu dans son intégralité, hein. Vous vous en rendez compte, on n'est pas dans un panoramique qui... alors c'est certes un défi technique, j'imagine, de faire ça à cette époque. Pour le coup, le 4e mur est brisé, hein. On voit vraiment de l'autre côté, et il n'y a rien. On n'a pas de technicien, on n'a pas Jean Renoir. J'imagine que c'était pas évident à faire, mais il y a une étrangeté dans le fait que le panoramique part vers la gauche. C'est vraiment ça qui fait qu'on retient le plan. Lorsque André Bazin écrit sur Le crime de Monsieur Lange, c'est ce plan, hein, qu'il retient. Et lorsqu'il fait le plan de la cour, l'ordinateur n'était pas censé être là, mais s'il est encore là, je pourrais peut-être vous le montrer. Oui, c'est encore une fois par rapport à ce plan. Bazin, il y voit quelque chose un petit peu rhétorique. C'est tellement bizarre qu'en fait c'est presque en trop. Mais Renoir nous met déjà ce plan dans la tête juste avant, lorsqu'on voit le concierge rentrer les poubelles. Il y a déjà une sorte de panoramique quasiment en 360, histoire un peu de faire passer la pommade, quoi. Vous allez voir un truc bizarre, mais vous êtes déjà habitué à ça. Et du coup, j'espère que vous avez fait attention à ce lieu, cette cour, qui, je le répète, normalement n'est pas un décor de cinéma, l'imprimerie y compris. Et d'ailleurs, anecdote, la cour est pavée en spirale. Donc, tout, même le décor d'origine, en fait, amène à cette fin. C'est un cercle concentrique. En tout cas, je reviens sur Bazin. Bazin, il y voit la signature d'un auteur. Et si on fait une analyse un peu politique de ça, le fait de dire je vais tourner là, dans cette cour qui existe à Paris, à côté de cette vraie imprimerie, et le fait ensuite de faire ce plan vient un peu, carrément, vient assurer la réalité politique du lieu en le montrant une dernière fois, en le montrant sa matérialité en fait. Voilà, c'est une interprétation un peu théorique, mais je pense qu'il y a de ça dans ce film. Ensuite, je ne sais pas si vous avez des remarques sur comment le bureau de Batalla est séparé du reste, il passe son temps à fermer les portes, dès qu'il veut séduire une des employées, il ferme la porte, etc. Et alors? Le jeune homme qui au début dort dans une pièce où il fait noir parce qu'il y a des affiches, il y a même un raccord très bizarre, un raccord, un trucage quoi, où on voit une affiche déchirée, mais c'est un trucage. Toujours l'idée de passer derrière, en tout cas, traverser une image. Il y a quoi d'autre? Il y a mille choses. Hein. On peut parler de Arizona Jim, qui au départ est une sorte de blague, une histoire un peu fantasque, sans grand intérêt, et puis progressivement, Arizona Jim devient un justicier. Il le dit à des moments, il va tuer les méchants tout seul, etc. Et donc, l'ange, en même temps, va conscientiser la fonction politique de son récit. Et même le récit devient de plus en plus réel. Hein. Au début, c'est des mots. Ensuite, c'est des photos avec les employés qui se déguisent en indien, en cow-boy, etc. À la fin, on parle de faire un film. Donc, en fait, la fiction devient réalité. Et en fait, elle devient réalité à la toute fin, lorsque l'ange devient Arizona Jim et tue l'oppresseur. Je ne sais pas si Tanguy Perron est encore dans la salle, mais il pourra me corriger sur peut-être l'interprétation politique du film. Mais c'est quand même un film qui dit, sans juger l'ange, enfin l'ange quand même s'en sort très bien à la fin, il n'y a pas de souci, on peut tuer un patron, on peut tuer un oppresseur. Je trouve le film très intéressant pour ça, et en même temps, je l'avais vite fait dit tout à l'heure, mais c'est quand même Batalla qui a la primauté du charisme dans ce film, une sorte d'étrangeté, d'ambiguïté, et l'ange, il est un petit peu fade, non? Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, pas d'accord. Bonjour, j'ai pas compris le fait que ça aille à gauche, la spirale. Ouais. Moi, personnellement, je sais pas. Je ne vois pas la symbolique, mais peut-être c'est quand même pas parce que c'est à gauche que ça... Ah non. Après, faire un tour sur soi à 360 degrés, on appelle ça faire une révolution. Donc,
fouiller. Non, mais de façon plus cinématographique, il y a déjà une surprise qui est là. Il y a une évidence en fait du non-sens. En fait, on comprend pas déjà, parce donc c'est en 2 plans cette scène qu'on vient de voir. L'ange est dans le bureau de Batala. On le voit descendre. Il passe par la salle d'imprimerie. Il descend et voilà, il court. Enfin, ça va très vite et finalement, la caméra fait le contraire de ce qu'on attend. C'est ça qui est intéressant. Elle ne fait pas n'importe quoi non plus, elle fait le contraire. Et on s'attendrait à ce que la caméra suive Amédée Lange, aller vers la droite et tuer Batala. Dans un langage cinématographique classique qu'on comprend tous, la caméra suit le personnage. On est d'accord là-dessus. Et elle fait justement l'inverse. Oui. En dehors de toute interprétation théorique, politique, etc., déjà ça crée une tension très étrange où d'un coup on se dit mais il est où en fait? On était en train de suivre, on est persuadé qu'il va le tuer, et là on voit autre chose. Il y a au moins une frustration pour le spectateur, surtout que le hors-champ est travaillé par le son. On sent qu'en fait la pièce d'à côté est pleine, mais ce qui se joue là dans la cour, il n'y a que nous qui le voyons. Amédée, l'ange, Batala et comment ça s'appelle, Valentine. Ce sont les seuls témoins, quoi. Et donc, il y a de base une étrangeté à faire l'inverse, quoi. Et en même temps, en montrant une dernière fois ce lieu, c'est faire la cartographie aussi d'un lieu politique. Là, je rejoins un peu l'interprétation politique, mais c'est montrer ce lieu de travail, en fait, où tous les enjeux de classe se sont joués depuis le début. J'élargis la cour au bureau, hein, les fenêtres, etc. Et tout va se résoudre ici. Finalement, le début et la toute fin, la frontière belge, c'est les moments les moins intéressants du film. C'est un peu agaçant, ça fait très Prévert, hein, parce que le film est coécrit avec Prévert. Mais c'est là que voilà, c'est ce geste d'auteur qui vient un peu signer, un peu comme Hitchcock. Hein. Je suis un auteur, et par ailleurs, c'est aussi un peu la primauté. Enfin, je ne sais pas quelle était la relation entre Prévert et Renoir, mais il y a un peu un mouvement de caméra qui vous dit c'est moi le maître à bord. Et les mots même sont dévalués à la fin. Par ailleurs, le texte Arizona Jim, on le lira jamais, donc est-ce que c'est bien? Ça n'a pas l'air très bien. Ça marche, ça se vend, mais bon, c'est pas un film sur un grand écrivain. Et à la fin, il y a des discours à table, personne ne fait un discours, ils sont tous complètement sous. Plus personne n'arrive à parler. Amédée, j'arrête pas de dire Amédée. Alors, Monsieur Lange tue Batala et puis il dit juste ah, il est mort. Les mots ne servent plus à rien à la fin. Par contre, le langage cinématographique, il est d'une prestance intrigante, étrange et puis impressionnante selon comment on reçoit le film. Et je pourrais jamais répondre à 100% parce que c'est bizarre en fait. Je peux tenter une idée. Oui, moi je dirais que, d'abord je ne suis pas tout à fait d'accord, ils ne disent pas rien au dîner. Ils ne trouvent pas les mots, mais ils trouvent à chanter ensemble, à être ensemble. Ils chantent une chanson de Noël alors que c'est en été. Il y en a un qui chante une chanson de Noël et les autres chantent. Pas tout à fait. Puis moi j'ai l'impression, comme ça, ce que je pourrais dire, c'est que il s'agit de trouver un véritable acte pour la première fois. Et là où vous parlez d'un geste d'auteur, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est que cet acte du panoramique à l'envers, c'est l'acte, et vous l'avez dit, qui décrit un acte révolutionnaire au sens où c'est un acte nouveau, une naissance. Et c'est là peut-être où c'est une espèce de sens politique et un sens d'écriture se tisse. Et c'est peut-être ce qui nous fait mystère, et ce qui nous emporte, c'est qu'il y a 1000 choses. Le vertige, vous l'avez dit aussi, vertige de ce qui arrive, enfin le fantôme qui revient, mais aussi vertige de se jeter à l'eau. C'est la naissance de Amédée Lange. Parce que moi je ne trouve pas qu'il manque de prestance, en fait. Il est extrêmement charmant, il est rêveur, je comprends tout à fait le charme, je ressens le charme de tous les personnages. Et il est en train de naître et il y a comme une essence politique de conscience, même si
En effet, cette première séquence et cette dernière séquence peuvent paraître naïves. Moi, je les trouve très intéressantes. Aussi sur ce plan-là, c'est le public, c'est le cœur, c'est nous. Donc nous, on assiste à la naissance de quelque chose de nouveau dans un être, mais aussi dans quelque chose d'autre, notamment de public, collectif, etc., qui est matérialisé dans une sorte de millefeuille par cette séquence formidable dans ces deux plans. Moi, j'ajouterais bien quelque chose. Je pense que ce plan de la fin, il est précisément un mouvement de spirale, parce qu'on part d'en haut et ça commence comme un panneau travelling d'accompagnement, et ensuite il y a ce mouvement circulaire. Mais le mouvement global, c'est une spirale. Et de ce point de vue, cette spirale, elle s'oppose au cercle. Et le cercle, il est dans cette scène de chant, en fait, où il y a déjà des panoramiques qui permettent de passer d'un personnage à l'autre, qui vont tenter de tenir un discours qu'ils ne tiendront jamais, et qui seront du coup balayés par la chanson commune qui revient à un temps éternel, un temps cyclique, puisque le type dit que chaque fois qu'il est bourré, c'est ça qu'il chante et qu'il se croit à Noël. Donc on est dans le côté très cyclique d'une fête commune. Et du coup, ce temps circulaire-là, c'est le temps de l'utopie. L'utopie d'être ensemble, d'avoir fondé une coopérative, de travailler en bonne entente, d'avoir résolu les conflits, y compris interpersonnels. L'utopie, c'est aussi le fait d'avoir réglé son compte quand même au patron véreux qui par ailleurs est violeur, et de l'avoir fait y compris par le biais de la fiction, puisque dans la fiction on établit que c'est finalement une bonne chose que cet enfant soit mort, etc. Et donc du coup pour moi la spirale finale elle est vraiment en contraste avec la circularité de l'utopie, qui est le moment de grâce dans lequel tout à coup tout l'immeuble s'entend et parvient à quelque chose. Et donc le fait d'aller à rebours de l'attente permet effectivement d'englober l'ensemble de cet espace, de voir davantage le pavé lui-même en spirale, et d'être dans une espèce de fatalité quand même, de la mort programmée par le faux. Le vrai, le faux, on ne sait plus où est la frontière, c'est ce que dit le personnage, Amédée, et c'est aussi ce qu'il vit en fait, parce que quand il se retrouve face et qu'il dit oh, il est mort, en fait il se trompe, il n'est pas mort. On découvre après qu'il est mort à contre-temps. Et par ailleurs, le fait de prendre le mouvement à rebours dans la cour permet tout à coup une espèce de saisissement du face-à-face que n'aurait pas produit le fait de continuer en panoramique d'accompagnement, et du coup produit y compris un rapport avec à la fois le cinéma, parce que c'est un mouvement proprement cinématographique, le panoramique, et la photo, parce qu'il y a tout à coup une espèce de saisie. On est vraiment face à eux qui sont tout à coup pris en faute d'une certaine façon, puisqu'ils sont ensemble, ce qui paraît aussi révéler le fameux passé caché de la femme, et donc potentiellement la liaison qui n'aura jamais été dite avec lui. Voilà, et donc tout à coup, il y a dans ce panoramique quelque chose qui se raconte, qui est une espèce d'étrange alliance entre le cinéma qui était la terre promise, l'utopie accomplie, et la photographie qui était le stade précédent permettant de fonder cette unité du groupe et du collectif. Et j'ai l'impression que ça ne pouvait pas se raconter ça par un panoramique d'accompagnement qui aurait continué à suivre le personnage, parce que ça l'aurait trop individualisé en fait. On se serait arrêté sur lui, son parcours, son chemin. Or là, il faut englober l'ensemble de la communauté de cette cour. On prend un témoin en fait, la communauté, même si elle n'est pas à l'écran, on la prend un témoin en filmant ses appartements, son travail. Moi j'ajouterais quand même le mot rupture. Rupture. C'est une rupture du langage. Oui. Rupture. C'est-à-dire que tu dis englober, d'accord, mais j'ajouterais rupture. Parce que c'est ça, en fait, on voit une figure, là, une figure qui invente une rupture. Rupture, retour au réel. C'est pour ça qu'on n'aime pas la première séquence et la dernière. Parce qu'on sort de l'utopie dont parlait Stéphane, qui nous enchante. Parce qu'on est dans le froid matin gris. Et le froid matin gris, c'est le matin du monde de la Révolution. Du monde concret on invente une nouvelle histoire par une rupture rhétorique. Je te passe la parole juste après, Tanguy. J'ai l'impression que Renoir, il y a aussi une question au fond, Renoir il passe son temps à mettre des bâtons dans les roues à la fiction, à la croyance, à l'utopie, pour toujours la questionner. Et c'est vrai que cette fin du panoramique, on retrouve finalement ce couple interdit qu'on devine, on a l'impression que l'ange pourrait les tuer tous les deux pendant 2 secondes. Et
plein de zones comme ça d'ambiguïté dans le film qui viennent un peu re-questionner ce qu'on voit. Et même, ouais, le début à la fin, moi, je disais que j'aimais pas, c'était pour vous provoquer. Mais même l'ange, je suis un peu indécis sur l'ange, sur Batala. Bon, Batala, je suis pas indécis, mais Renoir le laisse cabotiner avec plaisir. Et au début, ça pourrait être un mauvais patron, mais pas si méchant. Puis après, c'est de pire en pire, quoi. Mais les personnages, ont quand même, on leur donne l'occasion d'évoluer. Lui évolue en mal, mais... Ouais. Et juste, vous pouvez lire, j'ai trouvé sur YouTube la critique de l'époque dans la revue L'Action française, qui considère que la mise en scène est une banale illustration des dialogues dans ce film et qu'il n'y a rien à sauver. Voilà, ils n'ont vraiment aucun regard. Mais l'Action française, à mon avis, c'est vraiment senti visé aussi, hein, puisque Renoir et surtout Prévert, là, c'est justement une provocation, il ridiculise tout le temps la vieille droite, comme ça, la vieille droite qui est très inquiétante. Hein. Donc il est ringardise, mais elle est effectivement menaçante et il y a un danger fasciste. Hein. Donc, que Prévert avec humour, parce que l'apport de Prévert est considérable dans ce film-là, et du groupe Octobre. Et il n'y a pas eu entente, ça on le sait maintenant, entre Renoir et Prévert, et c'est leur seule collaboration. Donc je pense qu'ils se sont sentis, Renoir s'est senti aussi menacé par un auteur aussi fort que Prévert, qui effectivement a tendance, mais moi j'adore Prévert, hein, et je pense que là pour le côté, l'expression qui a été inventée pour lui, parler de surréalisme populaire, ça lui va très bien. C'est-à-dire que comment il arrive à passer des thèmes surréalistes et dans un art de masse, c'est aussi une des fonctions du film. C'est-à-dire, il parle beaucoup de la culture de masse. Et comment politiser la culture de masse? C'est ce que va faire Prévert en rejoignant le cinéma, en quittant le groupe surréaliste, en quittant le groupe d'Agitprop à Octobre, pour entrer dans l'univers du cinéma, tout en le politisant. C'est parfaitement assumé. Donc c'est un double clair c'est la métaphore de ce qu'il fait, le Arizona Jim. On rappelle, il lutte contre les caboulards, qui est l'extrême droite de l'époque. Donc il y a vraiment une intention politique extrêmement claire de la part de Prévert, qui rencontre sans doute les positions à l'époque politiques de Renoir, mais qui lui est sans doute moins sincère. En tout cas, il est embarqué dans cet élan du populaire. Mais contrairement à ce que vous disiez, moi j'aime beaucoup le début et la fin de ce film-là, parce que ça lui donne aussi, c'est un flashback, ce qui est très rare pour l'époque, et ça donne une structure circulaire justement au film. Cette scène centrale, ce film devait s'appeler Dans la cour, donc, et elle est aussi coécrite par le scénariste Castagnier qui a deux noms et qui est plutôt lui un anarchiste espagnol. En fait, la dimension politique est extrêmement forte de ce film-là. C'est un film, à mon avis, oui, révolutionnaire, dans cette révolution qui est faite de ce panorama à 360 degrés. Mais par contre, on a parfois eu tendance à trop vivre au bazin et à ne pas... bon, alors maintenant, on a su, Tavernier l'a très bien fait, il montre que c'est pas un plan séquence, on voit un BD qui sort deux fois, donc il y a un plan de coupe, mais aussi, d'autres l'ont dit, contrairement à ce que disait Bazin, les pavés ne sont pas de manière concentrique. Ils sont pas du tout disposés de manière concentrique, mais en carré. Donc on a trop resté sur cette scène-là. Et moi, cette confrontation fructueuse entre Prévert et Renoir, enfin bien sûr, je ne situe pas du tout mon analyse là-dedans, parce que moi je suis beaucoup plus politique et thématique. Il y a cette virtuosité de Renoir, mais qui ne tombe pas du tout à vide, quoi. Et souvent on disait, c'est François Audet qui disait ça, mais je pense qu'on se trompait, mais non, on connaît plus sur Renoir. Il disait pour les femmes du cinéma des années 30, il n'y a que Jean Renoir, puisqu'on voit les femmes assumer leurs désirs. Le personnage de Blanchisseuse est fantastique, hein, donc c'est comment les femmes sont fantastiques aussi, comment Nadia Siverskaya est extrêmement émouvante. Mais surtout, ça vient de Prévert, hein, la violence faite aux femmes, la femme pauvre, orpheline, ou la femme qui est battue, qui est menacée de pensionnat après avoir été un viol, qui doit s'excuser, la cruauté décrite, je pense que ça vient vraiment de Prévert. Et puis, par contre, ce qui renvoie à un thème de Renoir, je ne sais pas si je dis, mais c'est connu, c'est la justification du crime de classe. On a un tribunal populaire, le tribunal populaire, après cette histoire circulaire, hein, donc doublement circulaire, absout les criminels qui ont raison. Et c'est toute la philosophie du film et de Prévert et de Renoir à cette époque-là, c'est que il faut tuer les salopards. Donc le peuple,
c'est pour ça que ce film aussi est un film c'est un art du collectif, de l'ensemble. Il s'appelait Dans la cour. C'est vraiment, on veut mettre en avant. Aimé Deslanges, il naît avec ce crime, il naît un peu plus tôt quand il dit mes camarades. En fait, c'est une histoire d'une conscientisation, une grande conscientisation d'un groupe qui prend la parole et qui prend le pouvoir. Et en ça, c'est un film très libertaire, très anticlérical, très anticapitaliste, très antimilitaire, qui préfigure et qui anticipe et qui même va au-delà du Front populaire. C'est vraiment l'épisode. Mais pour finir sur la justification du crime de classe, dans un magnifique film précédemment qu'il a fait, Jean Renoir, c'est Tony, le salaud et l'odieux contremaître est abattu aussi, comme ça, est tué, et c'est une bonne chose. Jusqu'à le film qui sera en partie financé par CGT, la Marseillaise, c'est une justification subtile aussi de l'exécution du 16. Donc c'est très important dans l'œuvre de Renoir. Mais je me suis éloigné du panoramique. Et pourquoi tu dis que ça dépasse le Front populaire finalement? Non, pourquoi? Parce que ça c'est la petite histoire. Prévert était très proche du Parti communiste, mais dans sa période bolchevique, en 30-32, comme c'est le discours d'Agitprop, et après, quand le Parti communiste va s'adresser aux classes moyennes, va tendre la main aux croyants, Prévert va se déporter sur la gauche du Parti communiste, ou qui se met sur sa droite, je ne sais pas comment dire ça, et il va s'éloigner en 36 du Parti communiste. Donc c'est vraiment, ça annonce à la fois le Front populaire, mais les coopératives, c'est pas quelque chose de fortement souhaité par les principaux partis du Front populaire. C'est vraiment un film du mouvement ouvrier et d'idéologie de Prévert, mais du Prévert du début des années 30, qui maintient son idéologie et qui va la diffuser beaucoup plus dans le cinéma commercial de qualité, de Carnet, que dans le cinéma militant, qui ne fera qu'illustrer les dames du Front populaire. Bonsoir. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux en revoyant le film ce soir, et comme ça fait écho maintenant, c'est le panoramique que fait Renoir sur les prédateurs sexuels à ce moment-là. Évidemment, Jules Perry, ce qui est arrivé à Estelle, vous l'avez évoqué avant que ne lui mette le grappin Berry dans son bureau, et le type du quai aussi qui saute sur les âmes en peine. Et j'ai trouvé ça frappant ce soir. C'est ce qui m'a sauté aux yeux. Et dans la scène sur le quai de la gare, à la dernière seconde, il y a un curé. Avec des lunettes, c'est terrible. Ben non, parce qu'il n'y a pas encore eu l'accident. Et ça préfigure, c'est très étrange. Ouais, et Sylvia Bataille est aussi dans le crime de Monsieur Lange. Non, c'est drôle de plan, très bizarre. J'ai une question qui est un petit peu hors sujet, parce que ça n'a rien à voir avec le panoramique, mais le plan de la fin. Moi, j'ai pensé à la fin des Lumières de la ville, de Chaplin. Vous ne pensez pas que ça peut être un hommage à Chaplin, même si son personnage n'a rien à voir avec Chaplin? Parce que ça évoque vraiment le départ de... Ouais. J'avoue, j'ai pas trop d'avis sur la question. Je pense que c'est un panoramique un peu... j'aurais pu en parler tout à l'heure, mais un type de panoramique... à ce moment-là, démocratisé dans le langage du cinéma. On fait un panoramique vers le haut, c'est l'espoir, on part au loin, etc. J'étais presque déçu en voyant le film que le panoramique commence, et là, il y a un plan sur des hommes qui leur disent au revoir. C'est dommage, ça aurait pu se finir sur un panoramique. Ça aurait fait toute une séance en spirale aussi. Mais moi, je ne sais pas s'il y a un lien avec Chaplin. Non. Renoir lui-même, la grande illusion, c'est la fin de la grande illusion, c'est pas vers la liberté. Mais c'est pas encore fait. Il n'y a pas de lien avec Chaplin, parce que c'est la même année. Donc le film n'est pas encore sorti. En septembre 36, celui-là sort en janvier, et Les Temps modernes sort en septembre 36 en France. Moi, c'est une question sur un des films dont vous avez parlé, qui est pour le Profession Reporter. Ouais. Panoramique, le truc à 360 degrés qui arrive vraiment... Le plan très connu du film? Non, c'est un travelling à la fin. C'est un travelling avec la... Alors, il y a peut-être une partie panoramique, mais c'est un travelling qui passe à travers les barreaux d'une chambre. Et la petite histoire, c'est que quand ils ont réussi ce plan, tout le monde a applaudi comme dans un match de foot, parce que ça faisait 3 jours qu'ils essayaient de faire ce plan. Mais c'est intéressant parce que ces plans très connus qui sont des travelling panoramiques, on retient en général le côté travelling et pas le panoramique, quoi. On retient le déplacement en espace plus que le changement d'angle de vue. Mais en tout cas, c'est
C'est un panneau. Pardon, non, c'est un travelling. Moi aussi, c'était sur autre chose, mais c'était pour les panoramiques. En fait, j'ai un peu travaillé sur le cinéma portuaire, et le cinéma portuaire, souvent, il commence par un panoramique gauche-droite, comme ça. C'est très classique. Hein, et ça renvoie à un certain classicisme du cinéma. Et moi, tu as dit souvent que le panoramique servait à suivre le personnage, mais moi, j'assisterais plus sur de la fonction classique et quasiment littéraire et démiurgique du panoramique. C'est je plante le paysage, je décris un paysage, et ensuite va commencer l'histoire. Donc c'est une figure très très classique qui a peut-être des racines littéraires, où tu as l'auteur, l'acteur qui va déjà un peu décrire un paysage. C'est Zola qui va décrire le paysage avant de faire entrer les personnages dans la scène. Donc il y aurait une tradition littéraire très classique. Finalement, c'était ces plans qui sont des conventions qui étaient limite les plus dures à expliquer. S'il y en a des milliers, en même temps, il faut trouver le bon. Quand est-ce que ça commence? Je ne sais pas. Mais oui, souvent, le panoramique pose un lieu, pose un plan, en fait, comme le début d'un roman, effectivement. Oui. Mais trouvez-moi le film qui commence comme ça. Ça paraît si simple. Bon, Tanguy, je sais que tu vas en avoir 10, mais... Le corbeau de Clouseau. Le corbeau. Moi, j'ai pas la réponse, mais je me demande le nom de l'acteur qui aborde la jeune femme sur le quai de la gare, qui est, il me semble, dans une partie de campagne. Mais c'est Sylvia Bataille. Non, la jeune femme, mais lui. Ah, lui. Lui, je l'ai déjà vu dans un film de Renoir. Celui qui aborde la jeune femme sur le quai de la gare, je l'ai vu. Brunius, voilà, et il est dans partie de campagne. C'est pas Brunius, non, parce que... Non. C'est qui, alors? Mais je l'ai vu déjà. Bon, et juste comme association d'idées, puisqu'on parle de la correspondance entre Chaplin, inconsciente entre Chaplin et Renoir, moi, ce qui me frappe, là, ce soir, comme la personne qui est au fond de la salle, c'est cette extraordinaire apparition de la critique des prédateurs sexuels et de rapport entre les hommes et les femmes, de la dureté du film. Je l'avais moins vu autrefois. Et je suis frappée par la postérité pour moi de ce film dans le film de Rossellini, Le Général de la Rovère. Et vous vous souvenez du film, et Vittorio De Sica qui prend la suite de Berry. C'est extraordinaire, c'est le même personnage, mais il ne meurt pas, mais au contraire, dans le film de Rossellini, il se convertit et il se sacrifie. Extraordinaire. Il faut le programmer après ce film-là, c'est totalement génial. Il y a une correspondance. Il y a un voyage de John Berry en Vittorio De Sica à l'intérieur du cinéma. C'est génial. Merci en tout cas de nous avoir donné l'occasion de revoir ce film ici, sur cet écran magnifique. Merci aux Méliès. À moins qu'il y ait une dernière question, on s'arrête là. Merci. Merci à Vincent Poli. Et j'annonce tout de suite la prochaine, on ne connaît pas encore le film, parce qu'on est en train d'en débattre, mais la prochaine, ce sera extraordinairement intéressant, puisque petit 1, c'est Victor Courgeon, que vous avez vu tout à l'heure, du Méliès, qui fera une conférence sur le Zoom, avec sa compagne qui est chef opératrice. Et donc ce sera un dialogue entre une technicienne, elle-même réalisatrice par ailleurs, et un analyste sur une figure mal aimée, qui est donc la figure du Zoom. Il a trouvé tous ces extraits, il lui montre juste le film. C'est dans un mois pile. Voilà, et on terminera probablement, alors on verra si on en fait une ou deux, sur la plongée contre plongée, avec des analyses de séquences diversifiées. Merci beaucoup de votre présence et à très vite. Merci.